Mercedes Diolengi. Effectivement, le fait du jour est encore le dossier Mercedes et nous attendons d'une minute à l'autre Gilbert Meyer, vice-président du Conseil général, qui pourra nous donner plus de détails après la conférence de presse qui s'est tenue ce matin même à Colmar. Mais avant tout, des images de la fête de l'amitié qui a eu lieu dimanche dernier à Bissheim. Oui, alors le week-end dernier a donc eu lieu à Bissheim la traditionnelle fête de l'amitié organisée par la paroisse Saint-Jean-Baptiste et ses responsables regroupés autour du curé François-Xavier Schillinger. Notons également la participation de nombreux bénévoles sans lesquels cette fête n'aurait pu avoir lieu, l'occasion pour de nombreux visiteurs de déguster un bon repas et d'assister à une après-midi récréative en harmonie avec l'harmonie municipale, le groupe folklorique Rhénania Alliance, le club du 3e âge, les enfants de l'ACE, les scouts, le groupe rétro Les Joyeux Coucous de Dessenheim qui ont donc prêté leur concours à cette après-midi récréative. À l'issue de la partie spectacle, la piste de danse a accueilli les couples qui ont pu évoluer au son de l'orchestre Binman. Voici donc les images de la fête de l'amitié qui a eu lieu ce week-end à Bissheim. Voilà des images donc de la fête de l'amitié qui a eu lieu le week-end dernier. Vous aurez l'intégralité du reportage réalisé par l'équipe de TLB à la fin de notre magazine, à la fin de cette émission que nous vous proposons ce soir. Mais pour l'instant, avec Diolengi, le stand de tir, le club informatique, collecte de sang, club féminin, réunion du conseil et carnet rose. Voici les informations services présentées par Diolengi. Tout à fait, Régis. Le stand de tir de l'association des cadres de réserve de Neuf-Brisac est ouvert les samedis de 14 à 16h, les dimanches de 9h à 11h30 et les mercredis de 14 à 16h. Le club met les armes à disposition des amateurs. Au club informatique, nouveau rendez-vous vendredi 10 prochain, donc après-demain, de 19h à 21h pour l'étude du traitement de texte. Vendredi encore, entre 8h45 et 10h30, collecte de sang dans la salle des fêtes et non pas à la mairie comme de coutume. Cet appel s'adresse à toutes les personnes âgées de 18 à 65 ans, hommes ou femmes et en bonne santé bien entendu. Demain jeudi à 14h au FAC, le club féminin se réunira pour une après-midi de travail sur le thème de la confection de cadeaux de Noël. Cordiale invitation à tous et à toutes. Une réunion du conseil municipal aura lieu demain soir à 19h30 avec l'ordre du jour suivant: réalisation d'une zone d'activité, desserte en gaz naturel, avis sur le port de plaisance, demande de subvention, désignation de conseiller communal des orphelins et enfin le point divers. Dernier point des informations locales, un carnet rose. Aurélia Lina est née au foyer de Jean-Marc Rist et Martine Walter. Toutes nos félicitations aux parents et bien sûr, longue vie au bébé. Voilà pour l'information locale. Nous allons maintenant aborder le deuxième volet de ce journal avec l'information régionale. Et tout d'abord, Joe, l'inauguration du carré militaire, nouvelle version, c'est à Neuf-Brisac. En effet, Régis, samedi prochain et à l'occasion du 70e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale sera inauguré le carré militaire nouvelle version au cimetière de Neuf-Brisac. Cette rénovation est due à l'initiative de M. Aloïs Brunsberger, président de la 1756e section des médaillés militaires, en association avec les autres sociétés patriotiques du canton sollicitées pour une subvention, comme les communes également. La cérémonie aura lieu le 11 novembre à 11h.
Le 3 novembre dernier, les Roufacois et les habitants des communes environnantes ont pu assister à un brillant concert donné en l'église Notre-Dame de Roufac en commun par l'ensemble d'Alibor de Prague et l'orchestre du canton constitué en vue de l'échange et dirigé par la direction musicale de l'ACR, mademoiselle Pascale Remček. Puisqu'il s'agit bien d'un échange franco-tchèque en vue d'établir des relations entre nations au service de l'amitié et de la paix dans le monde. Un concert qui a constitué un événement musical important dans la vie de la cité roufacoise. Nous allons écouter, si vous le voulez bien, un extrait de la farandole de l'Arlésienne de Bizet. Voilà l'extrait de la farandole de l'Arlésienne de Bizet. Vous avez pu remarquer au passage le sérieux de notre collaboratrice et script Martine Weiss. Nous poursuivons toujours dans le cadre des informations régionales, la création d'un port de plaisance dans l'île du Rhin, on en parle beaucoup. Jolenghi va nous en parler lui plus précisément. Effectivement, l'enquête publique pour la création d'un port de plaisance dans la zone touristique de l'île du Rhin à Vogelgrün vient de démarrer selon arrêté préfectoral numéro 91 755 du 9 octobre dernier. Vous voyez comme c'est précis. Le dossier peut être consulté en mairie de Bissheim aux heures d'ouverture de bureau. Les 28, 29 et 30 novembre de 17h à 18h, M. André Zimmermann, agréé en architecture, nommé commissaire enquêteur, recevra les observations du public, toujours en mairie de Bissheim. Et Régis, si tu veux, passons aux informations sportives avec du football dès ce soir et un grand derby rhénan en perspective dimanche prochain. Je crois qu'il s'agit de Bissheim-Neuf-Brisac. Tout à fait, bien vu Joe. Alors parlons d'abord de ce soir avec la 18e journée du championnat de France de première et de deuxième division.
avec particulièrement ce soir le Football Club de Mulhouse qui se déplace à Lyon. C'est un déplacement périlleux, mais le partage des points est tout à fait possible pour l'entraîneur actuel de Mulhouse, c'est-à-dire Didier Noto, face à l'ex-entraîneur de Mulhouse, Raymond Domenech, qui officie actuellement pour l'équipe lyonnaise. Et puis également dans le même temps, Strasbourg qui reçoit à partir de 20h30 au stade de la Méno l'équipe de Grenoble, les anciens coéquipiers de notre ami Yuri Djurkaev. C'est à 20h30 ce soir au stade de la Méno, les Strasbourgeois qui voudront se racheter du faux pas. Et néanmoins, de la belle rencontre de samedi dernier, c'était au stade Marcel Picot à Nancy. Ce week-end, on joue pour le compte du 5e tour de la Coupe de France avec un match phare qui va opposer Biesheim au promotionnaire de Neuf-Brisac. Neuf-Brisac qui effectue un bon parcours en ayant notamment éliminé Hirsfelden, l'AS Ilzach Modenheim et surtout les Sports Réunis de Colmar. C'est un rendez-vous donné pour les sportifs 15h, donc dimanche prochain. Et puis, je rappelle également, et je vous propose de revenir sur la rencontre de Coupe du Crédit Mutuel entre Biesheim et Vogelsheim, qui a vu la qualification de Biesheim 2-1. C'était le 1er novembre dernier. Réaction et déception en images de l'entraîneur du FC Vogelsheim, à savoir mon ami Romain Bretz. Alors Romain Bretz, une défaite en Coupe du Crédit Mutuel de 1 face à Biesheim, donc je crois que c'est un petit peu malheureux pour vous, mérité peut-être quand même pour Biesheim qui a quand même offert et dominé une bonne partie du jeu, alors des regrets quand même. Je pense qu'on peut avoir des regrets quand même, étant donné que c'est nous qui avions ouvert la marque à la 54e minute de jeu. Ensuite, Biesheim égalise sur une erreur de placement de la défense et puis finalement prend l'avantage sur une expulsion. Sur un penalty à la 29e minute de la deuxième mi-temps, ce qui veut dire qu'on a posé des problèmes à Biesheim tout au long de la rencontre jusqu'à un quart d'heure de la fin, étant donné que c'est là qu'ils ont pris l'avantage de 1. Ce qui est malheureux, c'est que sur cette action, on perd à la fois on perd donc le match et puis on perd également notre libéro Yvan d'Altamura qui avait fait un excellent match et qui s'est énervé avec l'arbitre et qui a eu des paroles déplacées. Donc c'est vraiment malheureux effectivement. Maintenant, perdre 2-1 contre Biesheim qui, il est vrai, était diminué par 4 ou 5 joueurs qu'ils avaient préféré faire jouer ce matin en équipe seconde pour essayer de jouer les premiers rôles avec leur équipe seconde en division 2 départementale. Bon, il est vrai que perdre 2-1, on sort de la Coupe du Crédit Mutuel la tête haute, en ayant posé beaucoup de problèmes à Biesheim. Particulièrement, j'avais insisté dans les vestiaires quant au marquage, et ce marquage les joueurs ont vraiment bien suivi la consigne. Et on sort la tête haute après avoir éliminé au tour précédent l'AS Master qui caracole en tête de la promotion d'honneur. Donc l'honneur est sauf et mes joueurs ont vraiment donné tout ce qu'ils avaient. À la fin du match, les données étaient bouleversées. On perd encore un joueur sur blessure, puis un autre donc ils vont sur expulsion. On n'était plus qu'à 10 pour terminer les 20 dernières minutes. Le match était joué, sauf peut-être la tête plongeante de Jean-François Danel à la dernière minute qui pouvait encore établir la parité. Mais enfin, l'honneur est sauf et c'est bien pour l'FC Vogelsheim. Oui, tout à fait, l'honneur est sauf. Alors, une expulsion aujourd'hui, des blessures en championnat. Ça va être difficile de composer bientôt une équipe pour toi, Romain. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, il reste néanmoins... Maintenant, c'est terminé pour la Coupe CMDP, mais il reste la Coupe d'Alsace. Il reste la Coupe d'Alsace, nous nous sommes qualifiés dimanche dernier. Et donc, nous sommes encore en course pour le 3e tour. Et là, on attend le tirage qui s'effectuera dans une 8e de jour. Merci Romain. Merci Régis. Voilà, bien, vous avez là vu le dernier but, le but de la qualification pour l'équipe de Biesheim, c'était dans le cadre de la Coupe du Crédit Mutuel. Ce journal est maintenant terminé. Je vous propose de passer, si vous le voulez bien, notre page magazine, une page magazine très éclectique ce soir. Différents dossiers que nous allons
traiter. Tout d'abord, nous allons parler du jumelage du 53e RA. Nous parlerons également de la société Susto qui est à Fogelgrün. Nous parlerons d'un dossier Mercedes, Jo vous en a parlé tout à l'heure. Le Madagenet est présent également pour le Salon du Tourisme, on en parlera également. Et pour terminer, nous parlerons d'un spectacle de marionnettes, je vais y arriver, spectacle de marionnettes avec Loris Deltor. Mais pour l'instant, place au premier dossier, le jumelage du 53e RA avec Joe Lenghi et ses invités. Voilà, bonsoir mon colonel, bonsoir mon capitaine. Alors, en quelques mots, les présentations. Lieutenant-colonel de Coméras, vous êtes le chef de corps du 53e régiment d'artillerie et le capitaine Bonneau est son adjoint en ce qui concerne la batterie de commandement et de service. Nous parlions tout à l'heure du jumelage entre Biesheim et le 53e régiment d'artillerie. Alors, mon colonel, tout de suite, pourquoi un jumelage ? Eh bien, je dirais d'abord que le jumelage est utile pour permettre de développer les relations qui existaient déjà entre la ville de Biesheim et le 53e régiment d'artillerie. Relations qui se concrétisent tous les jours par la présence de beaucoup de cadres du régiment dans les activités de Biesheim, que ce soit des activités culturelles, que ce soit des activités du genre audiovisuel, puisque nous avons aussi des gens qui travaillent ici, que ce soit des activités sportives. Nous avons beaucoup de personnel qui font partie du club de tennis de Biesheim et qui en sont très contents. Que ce soit également dans d'autres activités sportives que nous cherchons à développer. Oui, mon colonel, nous n'avons pas finalement présenté le 53e régiment d'artillerie. Alors, est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez nous situer le 53 dans son cadre civil et militaire ? Oui, le 53e régiment d'artillerie est situé à Vieux-Brisac, de l'autre côté du Rhin, en Allemagne. Il est un des deux régiments d'artillerie antiaérienne du 2e corps d'armée, qui se compose en gros de 58 officiers, 220 sous-officiers et 700 militaires du rang. Son matériel majeur est le char Roland, qui est un système d'armes antiaérien monté sur un char AMX-30 et qui se compose de matériel de missiles Roland capables de détruire des avions jusqu'à 3000 mètres d'altitude et 6000 mètres de distance. Le régiment comporte 36 systèmes d'armes de ce type qui sont capables de protéger le corps d'armée contre des attaques sur une surface, pour vous donner un exemple, qui pourrait aller en Alsace de Sélestat jusqu'à Mulhouse pratiquement. Et les manœuvres que vous exercez, que vous faites régulièrement d'ailleurs, vous en sortez, vous en avez eu la nuit dernière, m'avez-vous dit. Est-ce que vous les effectuez en Allemagne ou en France, ou bien est-ce que vous êtes à cheval sur le Rhin ? La plupart de nos sorties avec matériel, c'est-à-dire avec les chars, se font en Alsace. En Alsace. Et elles sont indispensables pour nous parce qu'elles nous permettent de travailler dans des conditions réelles, alors que les camps militaires sont souvent beaucoup trop étroits et trop restreints pour nous. C'est ça. Juste une question, est-ce qu'il vous arrive d'avoir des ennuis avec les civils ? Parce que vos chars parfois traversent un champ, etc. Est-ce que ça pose des problèmes ? Nous avons des problèmes, bien sûr. Nous ne traversons pas les champs parce que nos chars ont interdiction de traverser les champs, oui, pour les raisons que vous comprenez. Mais nous roulons sur les routes. Et en roulant sur les routes, les chars sont très larges, sont lourds, sont difficiles à manier. Nos personnels sont des jeunes du contingent qui ont besoin de s'entraîner également. Et il arrive que parfois, par erreur, ils arrivent à faire des petites détériorations sur les routes ou dans les localités. Je dirais que jusqu'à présent, ça s'est toujours très bien réglé, soit à l'amiable par un contact personnel, ouais, soit par des dossiers contentieux qui sont peut-être un petit peu plus longs, mais qui permettent de déboucher quand même. D'accord, enfin ça c'était juste pour préciser un petit peu les activités du 53e régiment d'artillerie. Maintenant revenons-en, si vous voulez bien, au jumelage. Alors quels sont les avantages que peut espérer et le 53e régiment d'artillerie et la commune de Biesheim à travers un tel jumelage ? Je vais peut-être passer la parole au capitaine Bonneau qui commande la BCS et qui sera jumelé justement avec la ville de Biesheim pour vous développer ce sujet. Oui, alors je suis donc le capitaine Bonneau, je commande la BCS depuis le 8 janvier 1988. Ma batterie, je vous la présente un peu, oui, c'est donc 22 officiers, 67 sous-officiers et 247 militaires du rang. C'est une batterie de spécialistes qui explique le terme de service.
puisque ma batterie supporte le régiment. Dans ma batterie, j'ai donc des spécialistes cuisiniers, des mécaniciens, des secrétaires, des infirmiers, des transmetteurs. En matériel, ça représente à peu près 150 véhicules et 2 chars de dépannage 30D. Voilà pour ma batterie. Bien, mon capitaine, alors oui. Les avantages d'un jumelage avec la ville de Bissheim. D'abord, c'est une ouverture entre mes jeunes et puis la commune de Bissheim. Cela permettra à mes jeunes d'abord de participer à toutes les activités de la commune de Bissheim lors des fêtes nationales, 14 juillet, 11 novembre. Pour eux, il sera plus motivant de défiler donc devant une population qu'au sein du quartier. Ensuite, cela permettra, j'espère, d'avoir des contacts avec la population, un échange d'informations. Les familles donc pourront, j'espère, avoir des renseignements plus actualisés sur notre métier, sur notre armée, parce que bien souvent, les mamans ou les papas ont une connaissance de l'armée française de leur époque, de leur temps de service national, ou par les anecdotes de leurs fils. Alors juste une question, mon capitaine. En ce qui concerne justement les renseignements que vous pouvez donner aux parents ou aux jeunes éventuellement qui pourraient venir vous voir, j'ai entendu dire que éventuellement, mais alors ça il faut y mettre beaucoup de parenthèses et beaucoup de conditionnels, le fait qu'un tel jumelage ait lieu un jour pourrait permettre à des jeunes de Bissheim de faire leur service militaire au 53. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il y a des barrières? Bon, on peut toujours essayer de faire affecter un jeune chez nous, mais nous ne sommes pas maîtres de la décision. Ce sont les bureaux de services nationaux qui décident en fonction des qualifications de nos jeunes. On peut essayer, on peut demander une affectation, mais on ne peut pas promettre qu'elle sera réalisée. Mon colonel, est-ce que le piston marche un petit peu dans ce cas? Non, je ne sais pas si le piston marche. Je dirais que nous avons parmi nos personnels, 40% de nos personnels qui sont de la région d'Alsace. Hein. Ah déjà. Donc il y a déjà au moins, je dirais, une chance d'y participer. C'est ça, oui. Ensuite, ça peut marcher. C'est-à-dire que si quelqu'un veut vraiment venir au 53e ERA et qu'il a les capacités et les possibilités d'y venir, on peut peut-être, mais en s'y prenant longtemps à l'avance, faire quelque chose pour qu'il vienne, mais ce n'est pas forcément suivi d'effet. Oui, c'est ça. Donc, il y a une possibilité, mais elle est faible, disons-le. Maintenant, en ce qui concerne les autres activités que vous pourriez envisager avec les civils donc de Bissheim, en préparant l'émission, nous en avions parlé un petit peu. Il y a des échanges possibles au niveau sportif, etc. Alors, qui est-ce qui veut peut-être en parler? Je pense qu'il y a déjà des échanges qui existent. J'en parlais tout à l'heure. Donc, je dirais d'abord que notre but est un petit peu de faire sortir nos gens, que ce soit nos cadres, nos jeunes ou nos familles même, les faire sortir un petit peu du milieu militaire. Pour se faire connaître et mieux connaître le milieu civil. Donc c'est un premier but. Ce but est déjà, je dirais, un petit peu atteint, puisqu'il y a un certain nombre de choses qui se font avec Bissheim. Nous voulons un petit peu le concrétiser de façon plus nette et plus formelle, et puis ensuite le développer. Alors j'ai parlé des affaires culturelles. Je sais que par exemple l'année dernière, nous avons fait une exposition, il y a eu 2 expositions faites par des artistes décorateurs de Club Soa qui sont faits à Bissheim, où on a été très bien accueillis, et ça a très bien marché. Et donc on pourrait peut-être encore le faire parce que nous avons également un club féminin qui marche bien. Nous avons des activités, je vous l'ai dit, sportives du genre tennis, mais qu'on peut peut-être développer encore sur d'autres. Des activités sportives, puisque Bissheim a des installations qui sont très bonnes et que nous n'avons pas l'équivalent. Et on peut aussi voir d'autres activités dans ce genre-là. Oui, mon capitaine, est-ce que ce n'est pas vous qui me disiez tout à l'heure aussi que, par exemple, au niveau du 3e âge, vous pourriez intervenir selon le cas? Alors, quel type d'intervention est-ce que vous envisageriez? Si, on en a parlé avec la municipalité, avec le conseil municipal. Je suis prêt, avec ma batterie, à venir aider le club 3e âge. Les formalités, malheureusement, on n'a pas encore eu le temps de les définir. Oui. Est-ce que, mon colonel, là, c'est une question un peu directe que je vais vous poser. Est-ce que le fait, parce qu'on sait bien qu'un officier qui commande une batterie reste 2 ans ou 3 ans en place et puis il part. Et de même pour le chef de corps. Est-ce que un jumelage de ce type peut être pérennisé dans le temps, malgré ces changements d'affectation? Je dirais que non seulement il peut, mais il doit l'être pérennisé. Oui. Le jumelage ne s'arrête pas aux personnes, il s'arrête à la ville de Bissheim, de même que ça peut évoluer, ça peut amplifier, ça peut connaître des moments bas et des moments plus forts, mais il faut absolument qu'on maintienne ce jumelage
mais après le départ de nous deux, bien sûr. Oui, d'accord. Bien, écoutez, je crois que nous avons fait un petit peu le tour de la question. Simplement, je voudrais rappeler que dimanche 12 novembre, et non pas, 11 novembre, et non pas samedi 11 novembre, mais dimanche 12 novembre à 11h, aura lieu la cérémonie avec revue des troupes, dépôt de gerbes, un défilé enchantant, m'avez-vous dit, suivi d'un vin d'honneur, et alors effectivement la signature du jumelage entre la commune de Biesheim et le 53e régiment d'artillerie. Et cette cérémonie sera suivie d'un repas, je pense, auquel le corps est invité, enfin au moins un certain nombre de représentants. Un certain nombre de représentants. Voilà, alors la population évidemment de Biesheim est cordialement invitée à assister à cette cérémonie qui, je vous le rappelle, aura lieu dimanche 12 et non pas samedi 11. Ce volet étant terminé, nous allons passer à un autre exercice bien plus électronique, bien plus, innovant. C'est celui de l'entreprise Susto et notre ami Roger Stoflik. Voilà, merci Joe. Effectivement, deuxième dossier de ce magazine consacré à une société, comme tu viens de le dire, qui innove. La personne représentée ce soir par Roger Stoflik, c'est la société Susto qui est à Vogelgrün. Alors la société Susto, une définition en quelques mots, en quelques petits mots. Roger qui est à mes côtés. Roger, que je reçois ce soir en tant que responsable commercial de la société, mais également en tant qu'ami, puisqu'il est notre responsable son pour toutes les émissions de TLV que nous réalisons tous les mercredis. Alors Roger, si tu le veux bien, en quelques mots, une définition de la société Susto. Eh bien, Société Susto se consacre à toutes les techniques de communication audio et vidéo. C'est une société qui a démarré en 1985 sur la base d'un produit innovant, effectivement, et qui c'est donc qu'on voit d'ailleurs là à l'image. Oui, c'est un système qui s'appelle le gyrophone, qui est un procédé qui permet de déplacer le son dans l'espace autour de l'auditeur et qui crée donc une dynamique spatiale du son. Qui ajoute à la dynamique, je dirais en décibels du son, donc en puissance. Voilà, donc en quelque sorte, la société Susto, c'est la communication audiovisuelle qui est un partenaire à part entière. Absolument. Hein. Tout à fait. Alors combien d'employés dans votre société ? 5 employés à temps plein, mais nous pratiquons un petit peu le personnel à géométrie variable, à savoir que nous avons des effectifs qui se gonflent en fonction des chantiers ou des marchés lorsque le besoin s'en fait sentir. Alors nous rentrons un petit peu maintenant dans l'activité qui se divise en deux parties. Une activité, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, de sonorisation et une partie vidéo. Alors parlons peut-être tout d'abord de la sonorisation. Alors, la sonorisation concerne, je dirais, toutes les installations qui vont des salles des fêtes, mairies, églises, jusqu'aux salles des congrès, à savoir... la réalisation la plus prestigieuse que nous avons eu à réaliser jusqu'à présent, qui est à Strasbourg, au nouveau palais de la musique et des congrès, pour lequel nous avons réalisé donc la régie son, la régie son et puis la salle des congrès elle-même, ainsi que les réseaux d'ordre entre les différents régisseurs et les loges d'artistes. Ça, c'est donc, si vous voulez, un point de vue taille et durée de chantier. Et puis, on passe bien évidemment par des installations très techniques qui sont celles des labos de langue, par exemple. Et nous venons de réaliser justement un laboratoire de langue au collège de Vogelheim, sous l'impulsion de M. Gilbert Meyer, que nous aurons le plaisir d'accueillir tout à l'heure, et qui pourra en parler au niveau structure mieux que moi. Mais ce plan technique, vous voyez, c'est un laboratoire avec du matériel au top niveau, tout à fait performant, et qui permettra donc de placer les associations qui auront à utiliser l'installation dans les meilleures conditions de travail. Les associations, les salles des fêtes, on va peut-être un petit peu rentrer dans le détail, non pas en ce qui concerne le côté pécunier, mais en ce qui concerne la réalisation. Donc un labo langue, ça consiste en quoi ? Là, en l'occurrence, quand même, quelque chose qui nous intéresse particulièrement, puisque c'est à côté de Biesheim, c'est le collège de Vogelheim. Eh bien, un laboratoire de langue se compose généralement d'un pupitre professeur, qui est assez plus ou moins complexe, disons, suivant les programmes qu'on veut permettre de faire, et d'autre part, un certain nombre de pupitres élèves. Alors, les pupitres élèves sont des
terminaux, si vous voulez, en quelque sorte, avec des casques micro et des magnétophones, où l'élève reçoit la leçon, en quelque sorte, avec des blancs, des questions qui lui sont posées, il peut répondre, et le professeur pilote toute l'opération depuis son pupitre, peut écouter individuellement chacun des élèves, peut faire dialoguer les élèves entre eux. Toutes les combinaisons sont possibles, on ne pourrait pas faire état de toutes les possibilités dans le cadre de notre petite discussion. Ouais, alors, je voudrais également revenir sur le Palais des Congrès parce que c'est quand même été une réalisation superbe, et je pense dans un endroit tout à fait superbe et rénovateur aussi, on peut dire. Mais c'était d'abord superbe pour nous parce qu'on s'est battu contre des sociétés de sonorisation parisiennes ou de beaucoup plus grande notoriété que nous, puisque nous sommes relativement jeunes dans la profession. C'est parce que nous avons soumis un dossier très technique et très élaboré, je pense qu'on a eu la chance de décrocher le marché. Alors c'était intéressant parce que il y avait une recherche à faire au niveau conception, il y avait de l'installation, il y avait des matériels qui étaient de notre propre fabrication, puisque c'est un plus que nous avons dans notre établissement, à savoir que nous avons la possibilité de fabriquer des matériels que nous pouvons donc inclure dans les propositions de sonorisation globale. Sonorisation, c'est le premier point d'activité. Un deuxième point d'activité, là aussi très important, il s'agit de la vidéo, avec mur d'image, etc. On va détailler tout cela dans quelques instants. Tout à l'heure, sur les images, on a vu également un mur d'image. Là, on vous voit à l'œuvre en train de diriger une partie de votre société. C'est beau quand même, hein, dirigeant de société. Oui, vu comme ça, c'est pas mal, oui, mais il faudrait voir tous les tenants et aboutissants de la fonction. Je crois que... Non, pour parler de la vidéo... le problème se pose un petit peu dans les mêmes termes que la sono, à savoir que nous avons des matériels de fabrication propres, comme les centrales d'adressage d'images sur les murs d'images, et puis nous faisons de la diffusion de matériel, toujours dans l'esprit communication d'entreprise. C'est ce qu'on a un petit peu défini en introduction, à savoir que nous avons une activité qui est orientée vers le matériel et le service pour la communication essentiellement des entreprises, organismes, collectivités qui ont de plus en plus maintenant besoin de se faire connaître et de communiquer vers l'extérieur, voire même pour les entreprises plus importantes de communiquer à l'intérieur de l'entreprise même, au niveau des personnels par exemple. Alors, tout à l'heure on parlait de mur d'image, c'est un terme peut-être technique. Un mur d'image, c'est quoi ? Un mur d'image, c'est un mur qui est composé de téléviseurs qui permettent de faire soit une grande image, soit une multitude d'images, ou tout au moins un certain nombre d'images qui proviennent de magnétoscopes, d'une caméra qui peut être embarquée et qui filme l'événement qui est en train de se passer à proximité, de centres serveurs que nous injectons sur les téléviseurs qui peuvent être via le Minitel, donc directement, les messages peuvent être directement diffusés sur les téléviseurs. Disons qu'on peut faire à peu près toutes les combinaisons possibles, là aussi, à partir du moment où on a un signal de télévision, un signal vidéo donc, et qu'on veut le diffuser dans des locaux plus ou moins grands. Je dirais que l'application principale, c'est celle des salons, expositions professionnelles, où la PME, PMI, ou l'organisme, ou l'artisan veut communiquer par un moyen attractif au public présent ses produits ou les performances de son entreprise. Oui, donc production également de films sur une présentation de l'entreprise possible. Alors, ça nous a conduit bien évidemment à produire du film nous-mêmes aussi, dans la mesure où, s'agissant de PME, PMI, qui aiment bien avoir un seul interlocuteur en matière de communication et ne pas avoir affaire à 36 fournisseurs pour le matériel, pour le service, pour l'élaboration du message, etc., nous avons été conduits à créer nous-mêmes les messages, et comme nous étions déjà impliqués dans TLB, c'était un prolongement normal de notre activité. Alors on va peut-être terminer cet entretien maintenant en précisant peut-être l'adresse si des chefs d'entreprise sont à l'écoute, si des chefs d'entreprise sont intéressés par ce que vous faites. Adresse, numéro de téléphone. Alors nous sommes donc implantés à Vogelgrün, que tout le monde connaîtra ici, sans problème. 5 Grands Rues, une rue qui est toute chamboulée à l'heure actuelle. Oui, tout à fait. Par tous les travaux d'aménagement du village. Le numéro de téléphone, c'est le 89 72 51 72.
Et nous avons là-bas donc les bureaux, ateliers de fabrication et les laboratoires de conception. Merci Roger Stoflik, merci d'être venu. Mon cher Roger Schaeffer, je vous remercie de m'avoir invité. C'est bien gentil. Je vous propose de regagner votre place, parce que c'est pas le tout, mais il faut assumer aussi. Il faut assumer, tout à fait. Nous allons aborder maintenant, si vous le voulez bien, notre troisième dossier, un troisième dossier qui concerne Mercedes. Pour cela, Gilbert Meyer avec Joe Lenghi. Oui, bonsoir Gilbert Meyer. Je suis très content de vous avoir aujourd'hui sur ce plateau pour 36 raisons, dont évidemment l'affaire Mercedes est la plus importante, puisque on en a parlé dans le journal, on en a parlé la semaine dernière. En 8 jours, beaucoup de choses se sont passées concernant ce dossier, dont vous êtes, je crois, toute modestie gardée, le papa. Alors, est-ce que, dans un premier temps, vous pourriez expliquer aux téléspectateurs de Biesheim en quoi consiste cette éventuelle implantation de la firme Daimler-Benz, donc Mercedes, dans la zone industrielle de Namsheim, à Etteren-Balgo? D'abord, je voudrais remercier TLB pour m'avoir invité sur son plateau. Pour moi, c'est l'occasion d'être en direct avec la population de Biesheim. Ça me permet de la saluer et de lui transmettre ma sympathie et toute ma cordialité. C'est la première fois que cette chance m'est donnée. Il est alors heureux que le thème de la discussion soit l'opération Mercedes. Tout à fait. Il est vrai aussi que ce passage devant la population de Biesheim sur le canal local coïncide heureusement avec une conférence de presse que nous avions tenue aujourd'hui à Colmar, au siège du CAR, et au cours de laquelle conférence nous avions exposé les différents atouts et surtout aussi notre démarche qui entoure le projet Mercedes. Il faut dire que c'est un projet qui remonte à un certain temps. J'allais y venir. Ça remonte à quand? Quelles ont été les premières étapes? Comment est-ce que ça a pu se faire finalement? Je me rappelle qu'il y a environ 2 ans, Mercedes avait sur son listing une vingtaine, voire même plus de sites en compétition, une bonne vingtaine, et qu'aujourd'hui, le conseil d'administration, à travers la voix de son président, avait annoncé qu'il ne reste plus en lice que 2 sites. Le nôtre en Alsace et le deuxième dans la région de Hambourg. C'est la première fois qu'une telle information a passé officiellement. Donc c'est à partir de là que le dossier s'ouvre. C'est ça. S'ouvre. C'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer. S'ouvre officiellement et nous sommes donc en compétition avec un autre site. Mais je voudrais dire que l'origine remonte à plus de 2 ans, il est vrai, que le projet initial ne correspondait pas à celui qui nous est présenté aujourd'hui. Je me rappelle qu'au départ, je ne fus pas très chaud pour le premier, je ne fus pas plus chaud pour le deuxième, mais à partir de la 3e variante, ce même projet commençait à m'intéresser, puisque j'ai vu à travers cette projection un support économique pour toute la région rhénane. Donc ce fut une très longue réflexion conduite en commun et avec l'administration départementale, avec M. Klein, et aussi avec les élus locaux, principalement les trois maires de Balgo, Heiteren et Namsheim, y compris leur conseil municipal. Alors Gilbert Meyer, je voudrais qu'on puisse préciser à l'intention des téléspectateurs en quoi consiste cette zone. Je crois que la technique a une carte à nous montrer où cette zone est délimitée. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des indications en ce qui concerne sa surface, etc. À qui appartient-elle finalement? Au départ, cette emprise foncière qui est marquée en vert sur la carte que vous voyez sur l'écran est la propriété du port rhénan de Colmar-Brisac à hauteur d'environ 98% de sa surface. Le total représente quelques 450 hectares et sur ces 450 hectares, il reste environ une bonne vingtaine à acheter. Alors en quoi consiste le projet? Tout simplement, Mercedes prévoit d'occuper cette surface
avec une piste d'essai et un laboratoire de contrôle pour toute sa firme. Or, qui dit Mercedes doit aussi dire une entreprise qui fait travailler 350 000 personnes et qui a un chiffre d'affaires de 80 milliards de D-Mark. C'est le premier européen dans le monde économique. À travers quoi peut-on illustrer ce projet? Au départ, c'est l'occupation de quelques 100 hectares avec une structure d'investissement de base et aussi avec la création de quelques 500 emplois. Alors, en ce qui concerne les emplois, ce sont des emplois directs, c'est-à-dire créés directement par Mercedes, ou est-ce que ce sont une partie emploi Mercedes et une partie emploi induit par la présence de Mercedes sur le site? Dans les 500, il y a 300 qui sont indirects et environ 200 qui sont des emplois induits. En fonction donc de l'activité qui est propre à celle de Mercedes. Bien, alors Monsieur le Conseiller Général, oui, pardon, je vous ai coupé. Quand même encore, pour qu'on ait une vue sur ce projet, l'investissement, s'il fallait le traduire en valeur financière, cet investissement correspond à un projet qui correspond à 1,5 milliard de francs, soit environ 500 millions de D-Mark. C'est la plus grosse entreprise en valeur investissement qui se réaliserait, je parle au conditionnel, oui, bien sûr, dans la mesure où elle se faisait chez nous. Alors venons-en peut-être à ce matin où il y a eu une conférence de presse conjointe. Qui a organisé cette conférence de presse et pourquoi et quel est son contenu? La presse, ces derniers jours, avait un peu relaté l'évolution des tractations et nous voulions faire le point. Nous voulions faire le point pour la population et nous voulions également faire le point pour que tout soit clair dans ce projet. On ne peut plus se permettre à ce niveau de laisser supposer des choses et d'autres. Et dans la mesure où même aujourd'hui aussi, le président directeur général de Mercedes avait annoncé officiellement la mise en compétition des deux sites, nous, on était d'avis et c'était en accord avec eux que c'était le moment tout trouvé pour organiser parallèlement une conférence de presse pour faire connaître donc la position de Mercedes. Alors en gros, est-ce que vous pouvez nous situer quelle est la position de Mercedes, quelle est la position du département et forcément aussi des communes qui sont directement liées à ce projet? La position de Mercedes, je l'ai déjà précisé. Ils ont dans leur tiroir aujourd'hui deux sites, le nôtre plus le deuxième dans le secteur de Hambourg. Oui. Ils choisiront le site qui leur posera le moins de problèmes. Cela est évident. Chaque site a des atouts comme des inconvénients. Notre atout, c'est qu'il est seulement à 250 km de Stuttgart. Celui de Hambourg est à quelques 700 km, donc nous avons l'atout du rapprochement par rapport au siège de cette firme. Il y a aussi quand même présence d'un inconvénient, c'est que nous ne pouvons proposer que 450 hectares, alors que l'emprise allemande traduit environ 600 hectares. Oui, alors à ce propos justement, est-ce que la surface dont on a parlé déjà dans les journaux, les 100 hectares qui sont demandés par Mercedes, suffiront ou est-ce qu'il faudra envisager une surface plus importante dans le futur? Non. Les 100 hectares se dessinent à l'intérieur de la zone verte. Ah d'accord. De la zone verte que vous aviez tout à l'heure sur l'écran. Il restera donc en gros... Il restera en gros quelques 300 hectares qui resteraient disponibles. Mais attention, ces 300 hectares ne seraient pas occupables par d'autres unités industrielles. Il s'agirait d'une emprise foncière agricole qui restera à sa destination initiale. Mais là encore, j'ai quelques idées, puisque si déjà cette emprise gardera sa vocation agricole, faut-il apporter un plus pour valoriser l'exploitation agricole. Et là, j'ai certaines idées que j'arriverai à traduire en réalité. Par exemple, des industries agroalimentaires? Peut-être, où nous sommes sur un secteur stratégiquement très exposé quant aux pollutions par les nitrates. Donc éventuellement, pourrait-on réserver une certaine surface à quelques agriculteurs qui, par la mise en forme et par la traduction d'un certain trait culturel,
pourrait venir à la rencontre de cette pollution, c'est-à-dire mettre en place une zone pilote qui servirait de test pour combattre les nitrates et la préservation de la nappe phréatique. Je vois que vous avez effectivement déjà quelques idées sur la question, mais revenons à la conférence de presse de ce matin. Donc Mercedes, on n'en parle plus, on sait maintenant ce qu'ils ont envie de faire, soit près de Hambourg, soit à Heiteren, mais est-ce que le département, quel est le mot qu'il a à dire, s'il en a, et éventuellement, quelle est la position des communes directement intéressées, notamment aussi de l'établissement public du port du Rhin? Si j'ai bien compris, on voudrait savoir ce qui pourrait conduire à une conclusion rapide du dossier Mercedes. Oui. Une conclusion rapide suppose quand même un consensus au niveau local. Le partenaire essentiel se trouve être les différents partenaires associés sous différents aspects à ce projet. Je parle du propriétaire, le port aidant. Je parle des communes concernées, les maires, les conseils municipaux. Et il s'agit aussi de faire valoir certains impératifs d'environnement. Donc si la partie est jouable, elle est jouable localement. Donc localement, il faut qu'on arrive à créer un consensus et qui puisse faire valoir auprès de Mercedes un accord de principe sur le projet qui est le leur, naturellement quand même sous certaines conditions, puisqu'il ne s'agit pas de laisser s'implanter n'importe quoi. Il y a l'environnement à préserver, il y a l'intégration de la population par rapport à la nôtre à préserver, mais la balle est dans le camp local. Nous avons quelques mois devant nous pour arriver à cette conclusion. En ce qui me concerne, je m'y emploierai pleinement. Juste encore une toute petite question, nous sommes obligés malheureusement de conclure. Est-ce que, au feeling comme ça, quel est votre sentiment? Est-ce que Namsheim, Heiteren, Balgo a beaucoup de chance, moyennement de chance ou pas de chance? Vous avez sur ce plateau un homme qui est confiant. Merci beaucoup. Autre volet de ce magazine, nous allons repartir, mais cette fois non pas à Heiteren, Namsheim et Balgo, mais nous allons partir au Mas d'Agenais, que je ne vous présente plus évidemment, parce que vous connaissez parfaitement le sujet. Le Mas d'Agenais avec 3 représentants et Régis. Oui, pour l'instant, on n'en voit que 2 représentants à l'antenne, mais nous aurons l'occasion de vous présenter le 3e dans quelques instants, et puis tous les produits qui l'accompagnent. Vous savez que les voyages forment la jeunesse, vous savez qu'ils déforment également les valises. Aussi, si le Mas d'Agenais est là, c'est bien évidemment parce que le Mas d'Agenais est, vous le savez, jumelé avec Biesheim, mais aussi parce que à partir de demain va débuter à Colmar le Salon du Tourisme, 5e du nom, Salon du Tourisme et des Loisirs, où bien évidemment la Garonne est donc représentée, et particulièrement le Mas d'Agenais. Alors à côté de moi, Jacques Noyer, qui est le premier adjoint au maire du Mas d'Agenais, que je salue. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu dans les studios de TLB. Et puis également à ma droite, Philippe Marmiès, qui est responsable de l'Alte Nautique, de Lagruère. C'est une commune voisine du Mas d'Agenais. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Jacques Noyer, si vous le voulez bien, on va d'abord aborder le fait que vous soyez présent au Salon du Tourisme. Alors, pourquoi ? Nous sommes présents au Salon du Tourisme de Colmar dans un but essentiel de faire connaître notre région aux Alsaciens d'abord, qui nous connaissent quand même un petit peu, mais à la France surtout, et pourquoi pas à l'étranger. Nous avons des vocations touristiques, nous sommes une région verte, nous avons des affluents, la Garonne, le canal qui est juste à côté, nous avons des possibilités, mais je pense que nous sommes très peu connus. À nous de nous faire connaître et de présenter nos produits régionaux et ensuite participer à une politique touristique qui s'est intégrée depuis peu, mais qui, à mon avis, a de l'avenir et nous comptons un petit peu sur l'ensemble des Alsaciens qui nous connaissent bien pour promouvoir notre tourisme lot-et-garonnais. Oui, alors justement, vous êtes là en tant que représentant du Mas d'Agenais, c'est sûr, mais également, vous êtes, si vous voulez, le représentant de 5 communes.
C'est exact, nous sommes associés, nous arrivons en force puisque nous sommes associés avec la ville de Tonins, la ville de Marmande, la commune de Lagruère que vous avez citée auparavant, et ensuite la commune de Meillan. On voit actuellement des images, vous pouvez nous expliquer le pourquoi de ces images ? Absolument, je pense que c'est un site touristique de haut lieu. C'est le château de Bonaguil, je pense. C'est un clip de présentation qu'on va pouvoir voir au Salon du Tourisme ? Absolument pas. Nous avons basé notre salon sur la station verte, c'est-à-dire nous avons des panneaux qui représentent la prairie et qui représentent la verdure et les espaces verts et les affluents. Alors, c'est votre première participation, il faut le dire, au Salon du Tourisme, première participation. Absolument, c'est notre première participation. Je pense que ça ne sera pas la dernière si ça s'avère concluant. Nous souhaitons ardemment avancer dans la politique touristique pour notre région et notre département. Alors on va peut-être maintenant donner la parole à Philippe Marmiès, qui est lui le responsable de l'halte nautique de Lagruère. C'est une commune voisine du Mas d'Agenais. Oui, c'est ça, Lagruère fait partie du canton du Mas d'Agenais et on est situé à environ 2,5 km du Mas. Donc vous voyez, on est très près les uns des autres. Alors je ne vous demande pas pourquoi vous êtes là, pour les mêmes raisons qu'a cité tout à l'heure Jacques Noyer. Tout simplement peut-être parler de ce qui vous intéresse plus particulièrement, à savoir une halte nautique. Oui, une halte nautique, comme son nom l'indique, c'est une structure qui est implantée au bord d'une voie d'eau, et cette voie d'eau, justement, le canal latéral à la Garonne. Si elle a été construite, c'est pour répondre à un besoin, c'est-à-dire que le tourisme fluvial est actuellement en train de connaître un gros développement et on a estimé qu'il était grand temps de créer des structures qui pouvaient donner l'occasion aux plaisanciers d'avoir de multiples services lors de leur promenade. Donc voilà un petit peu le point de départ de cette halte nautique. Donc elle s'adresse, comme je vous le disais, aux usagers du canal, mais aussi à côté de ça, nous sommes là pour créer une animation autour de ce point d'accueil touristique. Donc les animations, elles sont diverses et l'une des plus grosses, je dirais, c'est la location de bateaux, de pénichettes que l'on voit sur tous les canaux et rivières de France. Pénichette, c'est un joli petit nom. Oui. Tout à fait. Et puis les produits également, dégustation possible de produits. Bien sûr, aussi, comme il faut faire connaître un petit peu le pays dans lequel nous vivons, il y a des ventes de produits locaux qui existent au niveau de l'halte nautique de Lagruère. Et tout à l'heure, mon ami Philippe Boussière vous en parlera plus amplement, puisque sur le stand de Colmar, de nombreux produits régionaux seront à la disposition déjà. Oui, on voit l'image tout à fait sympathique. Nos Canrox ont fait un plaisir de faire un petit zoom sur les produits proposés. Donc, je voudrais peut-être que vous nous précisiez dans quelle partie du salon on va vous trouver. Et on se trouve dans le hall A et notre stand porte le numéro 54. Donc c'est très facile, c'est pas très loin de l'entrée et le point de repère, c'est le restaurant qui se trouve à proximité. Alors, Jacques Noyer, donc 5 communes représentées, votre première participation, il y en aura bien évidemment d'autres, je pense, à ce salon du tourisme. Est-ce que vous avez un atout particulier? Parlez-nous un petit peu de votre région. Si vous avez maintenant, en quelques mots, à faire un petit descriptif de votre région. Absolument. Et je vais peut-être demander en même temps, si vous le voulez bien, à notre ami donc, Philippe Boussière de venir nous rejoindre pour la suite et pour la présentation des 10 produits. Absolument. Le principal... Attendez, là, on passe devant la caméra, c'est pas grave. Voilà. Le principal atout touristique, c'est d'abord le soleil. Le soleil qui représente beaucoup de joie, beaucoup de gaieté de vivre chez nous. Nous avons la gastronomie qui n'est pas négligée non plus, puisque le sud-ouest est bien connu pour ses confits, ses pâtés et beaucoup d'autres choses qui sont appréciables. Nous avons également, je l'ai cité tout à l'heure, l'affluent la Garonne. Nous avons le canal latéral de la Garonne, dont nous pensons et nous allons commencer une action touristique importante sur le site du Mas d'Agenais, puisque une base nautique va être créée pour l'été prochain
avec quand même une quarantaine de bateaux. Donc nous attendons, vous pouvez le constater, beaucoup de monde. Nous avons également une forêt communale de 1200 hectares où il y a beaucoup de choses à faire. Nous avons des randonnées pédestres, nous avons des parcours sportifs, nous avons à la saison la cueillette des champignons, qui est peut-être pas connue en Alsace, mais qui est énormément connue chez nous. Que sais-je encore, nous avons également beaucoup de circuits touristiques appréciables, toujours dans le vert, dans la nature verte. Je pense que tous ces atouts doivent nous permettre d'attirer du monde. Alors un atout qui sensibilise beaucoup, c'est bien évidemment les produits. Alors il est à mes côtés, il vient de nous rejoindre Philippe Boussière. Bonsoir. Philippe Boussière qui va lui nous présenter un petit peu les produits. J'ai libéré mes deux mains parce que je vais essayer de présenter également à la caméra, 2 ou 3. Voilà, caméra 2. Alors allons-y. Alors donc pendant ces 4 jours, tous les soirs, de 18h à 19h, nous pourrons goûter quelques produits locaux. Alors notamment un jeudi soir, nous pourrons boire du floc de Gascogne. Le floc de Gascogne, c'est un apéritif qui est élaboré avec le même cépage dont est fait l'Armagnac. Le floc de Gascogne qu'on pourra goûter avec du foie gras. Du foie gras, oui, fait par monsieur Maurice Torres du Mazdagenet. Le foie gras, s'il vous plaît, si on peut peut-être préciser un petit peu. Voilà, merci. Le foie gras, je vais le tourner, voilà. C'est pour moi aussi, merci. Allons-y. Vendredi soir, c'est costaud aussi. C'est costaud. Oui, c'est le confit de canard. Le confit de canard. Très bien. Le confit de canard. Allons-y, confit de canard. Qu'on pourra arroser toujours avec caméra 2. Voilà, c'est pour moi aussi. Pardon, oh là là, c'est lourd ça. Mon Dieu. Donc le confit de canard nous pourrons arroser avec le Château Labastide 1987, des caves de Cocumont. Château Labastide, voilà. On voit pas tellement bien, mais enfin bon, vous pouvez voir déjà la couleur, ce qui est quand même déjà appréciable. Oui, c'est du rouge. C'est du rouge, oui, tout à fait. C'est pour. Non, on va le donner à Joseph. D'accord. Samedi soir, nous aurons des dégustations de pâtés et de rillettes des entreprises de Palmagri de Marmande. Voilà. Voilà. Ça, peut-être pour Lionel. Non, enfin, lui n'est pas gentil avec moi, on va en prendre un autre. Alors, pas de pâté pour Lionel, merci. Et notre réalisateur. Aussi, des côtes de Normandie, donc des caves de Cocumont, du vin rouge de 1987. Tout à fait bien sympathique, tous ces produits. Et pour finir, donc, dimanche soir, nous finirons avec les fameux pruneaux d'Agen. Ah, oui, tout à fait, les fameux pruneaux d'Agen, voilà. Très bien. Que nous pourrons manger. Et pour arroser, nous aurons du pétillant de raisin, aussi des caves de Cocumont. Le pétillant de raisin qui est un peu le principe du cidre, mais donc avec du raisin. Voilà, tout à fait. Bien, vous voulez pas les présenter, ces produits que vous avez sur la table? C'est aussi des produits de Maurice Torres du Mazdagenet qui fait le foie gras aussi. Très bien. Bah écoutez, on rappelle peut-être quand on peut déguster ces produits. Alors c'est tous les soirs.